Aujourd'hui, à la discussion québécoise, le Congrès de Québec solidaire et les propositions proposées par la gauche québécoise, on parle aussi des nouveaux développements du TGV et des impacts potentiels pour les régions affectées. On va terminer avec la classe politique, mais pour commencer, on reçoit Rémi Adams de Crazy Indian pour discuter d'entraide et de don de soi à son prochain. Premièrement, bienvenue Rémi. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Bon, on va recommencer. Premièrement, bienvenue Rémi. J'avais pas ouvert ton micro, c'est pour ça. Ah, bon, ok, cool. Ça va aller mieux avec, ouais. Et puis, bienvenue Antoine aussi. Merci, bonjour. Bon, en commençant, pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi exactement Crazy Indian? Oui, en fait, c'est Crazy Indians Brotherhood. Brotherhood, OK. Yes. Okay. On est une fraternité, un club. Pour être plus précis, on est un groupe qui a été créé au Manitoba en 2006 par des indigènes, aborigènes, pour les aborigènes. Dans cette section-là du Canada, il y a beaucoup de gangs, de violences, malheureusement, de drogue, qui touchent les Premières Nations. Et de différents groupes qui se sont formés là-bas, ben il y en a qui ont eu une rédemption, ils ont changé de vie. Ils ont décidé d'utiliser l'aspect de groupe, mais pour faire du bien plutôt que du mal. Donc, par ce fait, ils ont créé un groupe qui s'appelle le Crazy Indians Brotherhood, qui est une fraternité de plusieurs hommes ensemble qui se mettent pour faire des bonnes choses, oui. sortir les gens des gangs, sortir les gens de la consommation, de redonner à la communauté. Et ça a été ainsi pendant quelques années. Puis par la suite, ils se sont dit, on va ouvrir ça à toutes les nations. Donc maintenant, c'est comme toutes les nations. Puis rapidement, ça s'est rendu en Saskatchewan, ça s'est rendu en Ontario, ça s'est rendu en Colombie-Britannique. Et ça fait maintenant 2 ans de ça qu'on est rendu au Québec. Donc, on est une trentaine de membres en ce moment au Québec. D'accord. Ensemble. On se rencontre souvent, puis on se donne des missions d'aider les gens autour de nous, des communautés, principalement des communautés de Premières Nations, mais on fait d'autres choses aussi. Et puis, tu parlais que ça a été ouvert à toutes les nations canadiennes. Mm-hmm. Admettons, moi qui fais partie de la nation québécoise, est-ce que je peux y adhérer même si je ne suis pas autochtone? Bien sûr. Donc, quand je dis toutes les nations canadiennes, la nation québécoise fait partie des nations canadiennes. Toutes les nations, même si vous n'êtes pas canadien, que ce soit des personnes de descendance africaine, asiatique... Tant qu'on veut faire du bien pour les communautés autochtones, on est le bienvenu dans votre mouvement, c'est ça? Bien sûr. Pour aller plus loin là-dedans, je dirais, dans l'enseignement des Premières Nations, on a une roue de médecine. Et cette roue de médecine-là, elle a 4 couleurs. Le blanc, le noir, le rouge, le jaune. Et c'est utilisé pour enseigner plusieurs trucs. Mais un des premiers enseignements que j'ai reçus avec cette roue-là, c'est que on a besoin de toutes les nations pour être ensemble. Donc, le jaune représente la nation asiatique, la noire représente la nation africaine, la blanche représente la nation européenne, et la rouge représente les premiers peuples ici. Et on a besoin de toutes ces couleurs-là ensemble pour créer un cercle parfait. Ce que tu viens de me dire là, honnêtement, là, parce qu'il y a beaucoup de partis politiques de gauche qui se représentent, qui se disent inclusifs au Québec, mais qui souvent finissent par exclure beaucoup de gens. Mais ce que Rémi vient de nous dire là, Antoine, c'est ce que j'ai entendu de plus inclusif depuis très, très, très longtemps. Je suis tout à fait d'accord. Et petite question comme ça, comment tu as approché le groupe? Comment tu as été approché? Est-ce que c'est eux qui t'ont contacté ou c'est toi qui as voulu peut-être une publicité ou quelque chose comme ça que tu t'es approché d'eux autres? Pour vrai, la manière que je me suis joint à ce groupe-là, je dirais, c'est un peu les mystères de la vie qui m'ont emmené là. Je me suis toujours intéressé avec les bateaux. La navigation, c'était quelque chose qui m'intéressait. J'ai voyagé partout au Canada aussi avant, comme essayer de me trouver, puis d'en apprendre plus sur les Premières Nations, sur ma culture. Puis, ça m'a amené aussi à suivre des cours de navigation. Puis un des derniers cours, c'était justement à Lévis, proche d'ici. C'était un cours de matelotage. Et juste avant ça, je savais que ça allait prendre un bon investissement de mon temps.
minimum 1 an, ce que j'allais devoir rester en place puis mettre terme à mes voyages. Avant ça, je me suis dit, je vais aller dans Mi'kma'ki. Mi'kma'ki, c'est le territoire ancestral Mi'kmaq. Ça comprend la Nouvelle-Écosse, une partie du Québec. Dans le fond, toutes les maritimes avec la Gaspésie puis Terre-Neuve. Oui, exactement. Donc, j'ai été voyager à travers ça pour voir un peu comment on pouvait se sentir dans le temps en tant que Mi'kmaq qui partait d'une place à l'autre. Puis ça m'a amené à une place très sacrée pour notre peuple, la cave de Glooscap. Et rendu là-bas, j'ai eu un espèce de feeling, une espèce de prière que je me suis dit, mais créateur, donnez-moi la force, donnez-moi quelque chose pour pouvoir, donnez-moi un groupe pour pouvoir aider ma nation, donnez-moi un outil. Un outil, oui, exactement. Puis à ce temps-là, j'ai vu un éclair tomber au milieu de l'océan. Bam! Ça c'est venu me toucher, mais je savais pas vraiment ce qui allait se passer à travers de là. J'ai senti que ça a été écouté, mais je savais pas où ce que les développements allaient aller. Au point même que je me suis dit, ce voyage-là, il est tellement beau, j'ai pas envie d'aller à Québec. Je pense que je vais même pas y aller à l'école. Mais je suis pas du type à pas suivre mes engagements, donc j'ai décidé d'aller. Puis c'est à cette place-là, quand j'ai été à l'école, que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a mis en contact avec les Crazy Indians Brotherhood. C'était peut-être 2 semaines après cet événement-là que c'est arrivé. C'était un peu quasiment comme si tu avais été guidé envers les Crazy Indian Brotherhood, en fait. C'est ce que je sens, oui, effectivement. Et puis, pour en revenir à justement Crazy Indian Brotherhood, quand vous arrivez dans les communautés, c'est quoi exactement la réception que les gens vous font? On a des super bons commentaires. Ma soeur, sa mère, elle est d'une autre nation, elle est de la nation Anishinaabe. Plus précisément... Est-ce que c'est les nations d'Abitibi, ça, me semble, au Québec? Yes. OK. Exactement. À côté de Val-d'Or, leur village s'appelle le Lac-Simon. Elle provient de là-bas. Donc, moi, jeune, j'allais déjà là-bas m'impliquer, voir. Je connais beaucoup de monde dans cette place-là. On a un membre aussi qui fait partie de ce village. Puis, dans le fond, c'est là que nos premiers contacts du Crazy Indians Brotherhood s'est fait. Puis, on a eu une super belle réception. Donc, on a travaillé aussi avec la TUC, les Atikamekw. On a travaillé avec Obidjwan. Puis, pendant le blocage... Les travailleurs forestiers, je pense que c'était l'an dernier, me semble. Oui, le projet de loi 97, on était là. On l'a vu, à un moment donné, il y avait besoin de support, le monde ne les respectait pas, tout ça, on est venu les aider. Ils ont fait la grosse job, là. Nous, on était vraiment là pour les supporter. Puis ça, on a fait un premier nom avec eux. Il y a quelques mois, j'ai été à l'Arena, on l'a fait à Pointe-Bleue, on a fait un feed. Puis... On a revu le chef, puis il nous a salués, puis c'était vraiment cool de voir la réception des gens dans l'aréna qui nous regardaient, qui nous reconnaissaient, puis c'est encourageant. Je pense qu'on a une belle réception. Mais je pense qu'honnêtement, c'est pour ce genre de réception-là que les gens font ça. T'sais, on s'entend que les gens font pas ça juste pour être bien accueillis, mais je pense que c'est de quoi qui fait chaud au cœur dans ce temps-là, puis c'est comme des gens reconnaissant que je les ai aidés, puis c'est le fun, ça, d'habitude. T'sais. Surtout dans un monde en ce moment qui est très pessimiste. Oui. Alors, je trouve de voir des belles actions de même à apporter aux gens, je trouve que ça donne un peu d'espoir de se rappeler, de dire on est encore humain, il n'y a pas encore juste de la noirceur, il y a encore des gens qui se battent pour ça. Là. Puis, admettons, toi, t'as fait pas mal toutes les provinces au Canada. Mm-hmm. Est-ce que les gens, admettons, d'une communauté dans l'est du Labrador est au courant des communautés, des réalités que les autres communautés vivent à travers le pays? C'est une super bonne question. Je dirais non. Malheureusement, les communautés sont assez isolées. Il y a des mouvements pan-indigènes, donc les Pawa, certaines rencontres qui viennent comme aider avec ça, mais c'est pas tous les communautés, les membres qui savent qu'est-ce qui se passe nécessairement d'un bord à l'autre. Je dirais la plupart sont au courant des communautés voisines, mais dès qu'on part genre d'une province à l'autre, on ne sait pas. Mais est-ce que ça serait à cause qu'il manquerait comme des médias ou de la communication? Parce qu'avec Internet, je suis un peu surpris qu'il n'y aurait pas une manière plus facile justement d'avoir accès à ces informations-là comme ça. Là.
Ça se peut-tu que parce qu'il manquerait comme je sais pas, un réseau social efficace pour se donner ces informations-là en province? Mhm. Oui, effectivement, il manque des réseaux, il manque des ressources, il manque certains aspects pour pouvoir que ça se fait. Il y a APTN qui fait une super belle job avec ça. Donc, tu sais, il essaye de rendre ça accessible. Mais le problème maintenant, après, c'est de donner l'envie aux membres des communautés aussi de s'intéresser à ce qui se passe ailleurs. Le problème, c'est que dans chaque communauté, il y a déjà des enjeux qui les tient dans une espèce de bulle. Si on parle de l'addiction, du suicide, du manque d'éducation, de la violence conjugale, violence familiale, des dommages intergénérationnels, tout ça, ça vient affecter les membres de la communauté. Donc, ils ont tellement de choses déjà à s'occuper qu'après ça, d'aller regarder les problèmes des voisins, des fois, c'est pas évident. Puis souvent, admettons, quand t'es pris, mais quand t'as, mettons, les voisins qui viennent te confier ces problèmes, puis que t'as tes problèmes toi aussi, peut-être que ça peut juste venir trop pesant aussi pour la santé mentale de ces gens-là. C'est peut-être de quoi ce qui arrive aussi, ça, là. Bien sûr. Puis souvent, c'est qu'il y a peu de personnes, justement, qui ont pas été touchées par ces dommages-là. Donc, des fois, la communauté au complet, elle souffre. Puis souvent, c'est des dommages générationnels. C'est même pas toi qui as vécu le traumatisme. Admettons, ça peut être tes parents ou tes grands-parents, mais le traumatisme était tellement gros que ça finit que 1, 2, 3 générations après, ils ont encore le traumatisme. L'exemple qui me vient en tête, c'est les pensionnats, en fait. Ben, c'est un super bel exemple que tu viens de donner. Justement, c'est le plus gros des dommages a été fait par ça. Je connais beaucoup de gens qui sont juste de première génération après avoir été... Leurs parents ils étaient dans une école résidentielle. La dernière école résidentielle, elle a fermé en 1996. C'était hier. Donc... Je vais aller dire un mot ce qui n'est pas poli de dire ça devant un micro, donc je le dirai pas. Mais 96, là, faut pas oublier que c'est quand même assez très récent, là. Une trentaine d'années. Le dernier référendum était déjà passé. Le Canadien avait déjà ses 24 Coupes Stanley. Tu sais, c'est récent, 96. Moi, dans ma tête, c'était genre en 75 qui avait fermé le dernier quelque part au Yukon, tu sais. Mais non. Puis, il n'y en a pas d'autres non plus au Canada. C'est vraiment le dernier qui a été fermé, là. Oui, exactement. Okay, là, c'est fini. Mais tu sais, pour aller plus loin, les Premières Nations, il n'y avait pas le droit de vote jusqu'à la Charte des droits et libertés. La Charte de 82, dans le fond? Oui. OK. Ça n'a pas de ça, une aberration. Mais parce que, tu sais, beaucoup de gens ne sont pas au courant de tout ça. Puis c'est justement la nation Mi'kmaq. Tu sais, sans la nation Mi'kmaq, il n'y aurait personne de blanc en Amérique, là. Les Français ont arrivé ici de malades, puis c'est les Mi'kmaq qui en ont pris soin, puis qui les ont gardés en vie, si on veut, là. Il aurait pu nous arriver le même sort qu'aux Vikings. Les Vikings ont arrivé à Terre-Neuve, ils ont fait un hiver, ils ont crissé le camp parce qu'ils sont tous fait défaire par les... Je pense que c'était les Mi'kmaq, mais je ne suis pas assez sûr à ce moment-là. Les Mi'kmaq et les Biotucs. C'est ça, c'est les Biotucs que je me souvenais plus. Ensuite, quand tu arrives sur les réserves, sur les communautés, c'est quoi le plus gros manque qu'il y a? Est-ce que c'est du logement, de la nourriture? Est-ce que c'est des services du gouvernement, mettons genre des psychologues pour les aider les gens qui ont des problèmes de santé mentale ou des services sociaux? Je dirais que c'est un mélange de tout et ça change d'une place à l'autre. Par exemple, une communauté comme on parlait, le Lac-Simon, c'est sûr que l'éducation, l'école à Miigwech, tout ça, ils ont besoin d'aide là, pour rénover. Puis c'est souvent des professeurs qui viennent d'ailleurs, d'extérieur qui viennent, donc ils ne sont pas toujours équipés pour comprendre la réalité des Premières Nations. Le logement, il en manque aussi. Ils sont en train de fabriquer. Le chef, il fait un super bel job pour essayer d'agrandir, mais ils ont certains problèmes. Ça, je pense que c'est un problème pan-canadien, mais honnêtement. Ouais, ça, c'est très canadien. Là. Je veux dire, le problème de logement, malheureusement, c'est tout le monde qui est en train d'en manger toute une. Là. Ben, si on regarde, par contre, le côté comme Obidjwan, tout ça, sont vraiment isolés. Puis c'est vraiment loin pour pouvoir se rendre. En plus, c'est pas la plus loin communauté. Il y a des communautés dans le nord, proche de la baie d'Hudson, qui sont encore plus isolées encore. Puis de se rendre, c'est vraiment dangereux aussi de se rendre, comme les routes sont pas bien faites, il n'y a pas de ciment qui a été fait, sont laissés à eux-mêmes. Donc souvent l'isolation
ça crée plusieurs autres problèmes Ben, aussi. c'est ça que je m'en allais dire. En fait, souvent, admettons que tu peux avoir un problème majoritaire, mais l'isolement fait que tous les autres petits inconvénients, à la longue, peuvent devenir des problèmes. Comme, admettons, des services de santé. Tu sais, l'hôpital la plus loin, l'hôpital la plus proche, c'est à 100 km, c'est pas tant grave tant que t'es pas très malade, t'sais. Tu peux finir par t'arranger, mais là, admettons, tu te casses une jambe ou quelque chose, l'hôpital le plus proche est à 100-150 km. Là, ça peut devenir un plus gros problème à ce moment-là aussi. Bien sûr. Il y en a, exemple, il y a beaucoup de cancers dus probablement à l'environnement aussi dans lequel ils vivent. Mais, par exemple, d'Aubaine-Joanne, ils ont des cancers, ben, ils ont besoin d'être traités à Chicoutimi. Ils ont besoin d'être là à chaque 2-3 semaines. C'est compliqué de faire des navettes, d'aller à une place, d'aller à l'autre place, d'aller là. Puis les ressources rendues à Chicoutimi sont limitées. Donc, ils vont souvent t'envoyer à Québec. Mm-hmm. Un peu comme, admettons, pour te donner un exemple, les communautés Micmac chez nous en Gaspésie, souvent vont aller à l'hôpital de Maria ou Chandler, c'était à Gaspé. Mais un coup que tu arrives là, il faut que tu ailles à Rimouski parce qu'ils ne peuvent pas te traiter dans l'hôpital de Maria ou de Chandler ou de... Probablement qu'il y en a une à Gaspé à ce moment-là. Là. Mais mettons, l'hôpital de Gaspé ou de Maria ne peut pas te traiter, il faut que tu ailles à Rimouski. Fait que tu es encore très loin des centres de services aussi. Là. Mm-hmm. Et puis, est-ce que tu as déjà frappé à des portes fermées pour aider du monde? Exemple, tu peux demander une aide au gouvernement qui est refusée ou ce genre d'exemple-là? Ben, nous, en tant que Crazy Indians Brotherhood, on a choisi qu'on n'allait pas faire affaire avec le gouvernement. La raison principale, c'est qu'on ne veut pas avoir les mains liées. On ne veut pas leur devoir quelque chose. Donc, on a un organisme qui est non gouvernemental. Est-ce que le gouvernement a déjà essayé de venir vous voir pour proposer leur service ou quoi que ce soit? Ou eux autres... Aucunement. Il Okay. n'y a pas de gouvernement. On est financé par nos membres. Chacun émet une cotisation, on met ça tous ensemble, puis on fait avec ce qu'on a. Aussi, j'ai des business que j'ai comme créé, ouvert, pour pouvoir financer le groupe. Donc, on a un barbershop à Hochelaga qui roule, on vend des vêtements, on vend certains items comme des colliers ou des sacs ou des trucs comme... Ça nous permet de nous financer nous-mêmes puis de donner de l'aide. Mais tout ce qui a rapport avec gouvernement, de l'aide extérieure, on n'utilise pas ça. La plupart des gens, on fait 99,9%, on fait même 100% à date, ils n'ont jamais refusé qu'on va les aider. Par contre, c'est arrivé des fois qu'on est sur un terrain, on aide les gens, on est là, exemple, à la mission Albury à Montréal, où c'est rempli d'itinérants qui sont dans le besoin. On est là en train de les nourrir, les donner des vêtements. Puis là, il y a la police qui vient nous voir. Ils nous voient avec nos vestes. Ils pensent probablement... Parce que pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, vos vestes, c'est un peu le même principe qu'une veste des motards, dans le fond. Mm-hmm. Mais c'est juste qu'il y a la face d'un autochtone avec Crazy Indian puis Brotherhood. Moi, c'est pour ça que je disais pas Brotherhood au début, parce que je pensais que c'était un peu comme, admettons, quand tu vois un motard, c'est marqué Hells Angels Québec, que Brotherhood, c'est vraiment le territoire. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça, moi, au début, que je disais pas Crazy Indian Brotherhood, puis je disais juste Crazy Indian. Oui, je comprends. En fait, c'est un bon point que tu emmènes. La veste, en fait, oui, on fonctionne comme un club des motards, tout ça, mais on ne fait pas de crime, on est non criminel. Donc, le côté de hiérarchie est similaire. On a un président, on a un secrétaire, on a un sergent d'armes. On porte des vestes. Quand tu commences, tu es un hang-around, tu gagnes tes premières patchs, tu évolues à travers le groupe, à travers la famille, on se soutient ensemble. Mais notre mission est non criminelle. Et c'est comme... Il y a eu d'autres groupes qui ont porté des vestes similaires, qui ont décidé de faire du crime. Et même les Hells Angels, ils ont commencé comme nous, puis ils se sont tournés vers le crime à un certain temps. Ça, c'est leur affaire à eux. De mon bord à moi, notre groupe, il est non criminel. On est là vraiment pour aider. Mais après ça, je vois ça comme une certaine forme de profilage, d'un sens. Ben, évidemment. On est protégé par la Charte des droits et libertés, justement, l'article 2, le droit d'affiliation. Et nous, on s'affilie, on croit à cette mission-là. Donc, on devrait être libre de pouvoir l'afficher puis la porter fièrement, cette veste-là, sans être opprimé par l'État. Ben, en fait, c'est... Puis, c'est parce que ce que les lois disent, c'est qu'il ne faut pas que tu t'affiches comme un groupe criminel, mais toi, c'est pas un groupe criminel, fait que tu n'as pas besoin... D'après moi, tu n'as pas le droit de ne pas l'afficher.
Puis je pense que les autres font bien d'aller vérifier, admettons, si c'est criminel ou pas. Là, puis si c'est pas criminel, ils s'en vont, puis ça finit là. C'est ça la question. Est-ce qu'ils viennent de vous voir juste pour voir tout va bien, ou C'est ça, ils vous empêchent de faire votre devoir pour ça? C'est ça, en fait, la question. Ben, c'est ça. Comme, ça arrivait des temps qui ont fait leur job. Ils sont venus, ils ont vérifié. On leur a expliqué que il n'y a pas de crime qui se fait. On nourrit les gens, on aide la communauté, ils sont partis. Mais il est arrivé des temps aussi où ils sont venus, on leur a dit clairement qu'il n'y a pas de crime. Et là, ils ont essayé de nous opprimer, d'aller poser des questions qui ont rapport au vestes, au patch. Est-ce que vous savez ci? Est-ce que vous savez ça? Là, c'est comme, on s'est fait demander, on aimerait que vous enlevez vos vestes. On ne va pas enlever nos vestes. À Montréal, ou ça Montréal. peut arriver à n'importe où au Canada, ou c'est plus Montréal, mettons? C'est arrivé, moi je suis en contact avec toutes les autres. Ça arrivé partout au Canada de l'oppression policière. Ça arrivé à Calgary, ça arrivé à Vancouver, ça arrivé à Montréal. Donc c'est vraiment partout que c'est arrivé où on a vraiment eu de l'oppression de l'État par rapport à nos vestes. D'après moi, ça les fait une certaine crainte de voir qu'il y a plusieurs individus qui se mettent ensemble et qui font quelque chose, qui construisent quelque chose. Mais ce qu'on fait, c'est positif. Donc, ça ne devrait pas les inquiéter, au contraire. En fait, ils devraient vous dire merci, selon moi, parce que je pense que vous sauvez de l'argent au trésor public en faisant ça. C'est-à-dire, vous donnez à manger de la nourriture, des vêtements à des gens qui, sinon, ça serait le gouvernement qui leur donnerait à manger des vêtements ou... Je pense qu'ils devraient juste vous dire merci pour leur faire sauver de l'argent puis désengorger les systèmes coopératifs, pas coopératifs, mais d'entraide à ce moment-là, tu sais. Ce qui est très drôle, vu qu'en ce moment, je trouve que le gouvernement a l'air au contraire de vouloir empêcher les gens. C'est comme le gars à Montréal qui est en train de faire des réparations de route, et que la mairesse est quand même la première à dire c'est pas que c'est pas bien ce que vous faites, mais c'est pas réglementaire, il faudrait vous arrêter pendant que nous, on va trouver des gens pour faire les trous alors que vous le faites à notre place. En fait, ce qu'elle dit, elle, c'est « Ouais, mais nos patchs t'offrent plus longtemps que les siennes. » Peut-être, mais eux autres, mais au moins, ils sont pas patchés. besoin de les faire, tu sais. Au moins, ils sont patchés. Et puis, pour les gens qui sont pas membres de Crazy Indian Brotherhood puis qui voudraient vous aider, vous aider à vous financer, vous prenez les dons des gens. Non plus. On prend les dons, exemple, de nourriture, ou de vêtements, ou des dons qui peuvent être redistribués. Donc ça nous fait plaisir et ça nous aide. Mais tout ce qui est question d'argent, on ne prend pas les dons. Parfait. On est juste financé par le groupe. Et puis, des gens qui voudraient vous donner de la nourriture ou des vieux vêtements qu'ils ont chez eux ou des couvertures, peu importe. Comment on fait pour te rejoindre ou rejoindre le groupe, là? Le groupe, on peut nous trouver sur Facebook. Donc, on peut écrire Crazy Indians Brotherhood Québec. Et là, vous allez trouver le groupe. Vous allez pouvoir nous écrire à partir de là. Puis, il y a toujours quelqu'un qui regarde, qui est prêt à répondre. Et puis, est-ce que, admettons que depuis que tu es dans ce groupe-là, est-ce que ça t'a appris beaucoup plus sur toi-même? Énormément. Ça m'a appris vraiment sur moi-même. Ça m'a appris que, dans le fond, à me dépasser. Ça m'a appris aussi à quel point, que la différence d'un humain est importante. Mais que plusieurs ensemble, en groupe, on est encore plus important. Devenir Crazy Indians Brotherhood, c'est pas simplement aller porter la veste puis aller donner de la nourriture. On doit évoluer, puis on se rencontre à chaque semaine, puis on se parle entre nous. On met les choses claires autour de la table. On explique comment notre semaine s'est passée, c'est quoi nos défis, c'est quoi les choses bonnes qu'on pense qu'on a fait, c'est quoi les choses un peu moins bonnes qu'on pense qu'on a fait. Comment on peut être meilleur la semaine prochaine en tant que Crazy Indians. Donc, oui, on est là pour aider les gens, mais avant, on aide surtout la fraternité, parce qu'on se considère un peu comme des warriors des temps modernes. Puis autant, il faut s'évoluer physiquement, mentalement, spirituellement, puis c'est ce qu'on fait autour de notre table. Si je comprends bien, c'est un peu aussi une sorte d'évolution dans l'intérieur de toi, dans le fond. Spirituel, le mot que je cherchais. C'est pas un peu comme une sorte d'évolution spirituelle, un coup que tu es là-dedans. Et puis, avec votre fraternité, c'est quoi la valeur principale que tu aimerais que les gens se souviennent ou que tu aimerais léguer à des gens?
la valeur principale que j'aimerais, ça serait l'entraide, puis vraiment l'humanité, disons, l'entraide, le don de soi. Parce que si chacun donnait un peu de soi, même pas de donner son 100%, si tout le monde donnait un peu à son voisin, je pense que la société se porterait pas mal mieux qu'elle est maintenant. Oui, puis je pense qu'il y aurait aussi beaucoup moins de haine dans notre société. On aurait une société qui s'aimerait plus, qui s'aiderait plus. Mais je pense que... Qui serait aussi plus connecté. Parce que je trouve que c'est aussi un gros problème que je trouve, c'est que l'étrange... voyons, c'est quoi le mot, là? Contradiction. On est d'un côté avec des téléphones, on a l'Internet, on est connecté plus que jamais dans l'humanité. Sur la planète, tu peux savoir qu'est-ce qui se passe dans l'autre bout de la planète, mais mon Dieu qu'on n'a aucune connexion entre nous autres. Ah non. Puis souvent, tu vois ça, mettons quelqu'un qui va dans le bus. Tout le monde est assis, je gosse sur le téléphone, mais il n'y a personne qui parle aux voisins, tu sais. Même pas un bonjour. Non, c'est ça le pire. Rémi, c'est... Dans le fond, l'entrevue est terminée, mais on va faire comme à tout le monde en parle. Rémi, veux-tu rester avec nous autres plus longtemps? Ah, bien sûr, bien sûr. Parfait. Dans le fond, là, on va parler du congrès de Québec solidaire en fin de semaine, qui est arrivé avec des nouvelles propositions pour la prochaine campagne électorale, comme des épiceries gouvernementales. En fait, ce qu'ils proposent, eux, c'est un peu comme un... Ils parlaient du Costco. Faire un Costco, c'est le gouvernement qui fait, le gouvernement qui gère, pour essayer de baisser le prix de l'épicerie pour les gens. Il y avait un impôt sur les grandes fortunes qu'ils veulent mettre aussi. Moi, je penserais... Parce que dans le fond, ça commencerait à 25%. À 25 millions, ils te rajoutent 1% de plus de taxation. À 100 millions, 2%. Mais honnêtement, je pense pas qu'à 25 millions de valeur, pas dans tes poches, là, la valeur de ta maison, de ton commerce, de tes chars. Je pense pas que l'assemblement. Ouais, je pense pas que tu aies une grande fortune à 25 millions. Non. Tu es quelqu'un de bien nanti, oui, mais t'es pas une grande fortune. Ensuite, ça, c'est la mesure que moi, je trouve bizarre, puis que je comprendrai jamais. Là. Plafonner le profit des épiceries pendant qu'ils te rajoutent la concurrence gouvernementale. Donc, moi, selon moi, à ce moment-là, ça fait juste de créer de l'inflation. Mais j'aimerais ça savoir, toi, Antoine, qu'est-ce que tu en penses? Ben, déjà, c'est quand même très communiste. On va pas se mentir. C'est quand même assez communiste comme idée, tout ça, d'avoir une épicerie gouvernementale, d'être contrôlé par le gouvernement et de demander aussi une taxation. La taxation de riches, je suis pas contre, mais je trouve l'exécution bizarre et surtout que l'idée, autant il la balancerait aux États-Unis, je dirais oui, mais au Canada, parce que les riches Canadiens et Québécois, c'est pas la même qu'américaine. Comme tu dis, on parle de 25 millions, 50 millions, c'est pas tant que ça, là, à la différence qu'aux États-Unis où il existe des riches qui sont à des milliards, là, il y en a plusieurs là-bas. Là. Je suis désolé, là, mais si tu me disais, moi, que tu montes les impôts des marais, si tu montes les impôts de Pelado, que Québécois, si tu montes les vrais milliardaires, les Lino Saputo de ce monde, je te dirais qu'ils en payent déjà beaucoup, mais vraiment beaucoup, mais que probablement qu'ils peuvent en payer plus. Puis honnêtement, il y a beaucoup de gens de ce type de fortune-là que ça ne leur dérangerait pas de payer plus d'impôts non plus. Mais je trouve que les jeunes millionnaires que j'appelle, là, c'est-à-dire les gens qui s'arrangent très, très, très bien, mais que c'est pas des grandes fortunes. Je pense que ces gens-là, pas besoin d'être taxés davantage. Puis, le but de ça est noble, c'est de faire baisser le prix du panier d'épicerie. Mais moi, je pense que c'est en enlevant des taxes, c'est en rajoutant de la concurrence non gouvernementale que là, ça va faire baisser les prix. Mais admettons, toi Rémi, j'aimerais ça entendre qu'est-ce que tu as à dire là-dessus. Pour ce qui est question des taxes, moi, je vois ça comme une farce, là, un peu. Comme la raison, c'est que malgré ça, ça va pas créer une certaine grosse différence. Puis en bout de ligne, on oublie la classe moyenne encore, puis on oublie la classe qui sont défavorisées. Exactement. Donc, c'est comme mettre l'attention ailleurs pendant qu'on oublie ceux qui auraient besoin peut-être d'un répit de ce côté-là. Pour ce qui est rapport avec l'épicerie, je trouve que c'est comme deux idées ensemble qui ne fonctionnent pas. Dans le fond, de vouloir faire plafonner d'un bord, puis de l'autre bord, de vouloir faire des épiceries gouvernementales, ça ne marche pas. Il faut en choisir un ou il faut en choisir l'autre. De ce bord-là, ça pourrait peut-être avoir un certain impact.
Donc là, si on irait vers un côté gouvernemental, mais là, c'est sûr, on est en train vraiment de se rapprocher du communisme. C'est la même phrase Ouais, qu'on s'était mais toutes les deux dit. Ben, tu sais. c'est exactement ça. Là. Et surtout que, désolé, mais je fais pas confiance beaucoup au gouvernement québécois pour gérer ce genre de choses-là. Je veux dire, juste le panier bleu qui est disposé d'encourager la vente québécois, qui est finalement un Google Puis sans le Google. À Là. la base, au Québec, on a le même problème que les Français. C'est peut-être parce qu'on a une descendance française. Là. Puis je parle collectivement, là, mais on est tout le temps en grève. Quand il y a un corps de métier qui finit sa grève, l'autre corps de métier voisin commence sa grève. Je te dirais qu'on est même pire que les Français pour se révolter. Fait que là, Non, parce que nous, il n'y a même pas de violence, c'est ça qui est triste. Fait que là, tu me dis qu'on va créer des épiceries gouvernementales, probablement hyper syndiquées. Puis on s'entend qu'un fonctionnaire ne travaille pas au salaire minimum d'habitude. Là. Donc, tu es en train de me dire que ceux-là vont pouvoir te vendre ton pain puis ton beurre moins cher qu'un épicier qui fait 2 % de profit dans son année. T'sais. C'est ça que j'ai de la misère à comprendre avec ça. Puis en plus, on veut plafonner le plafond des épiceries privées après ça, si tu veux. Fait on veut juste tuer le privé, dans le fond. Mais d'un certain côté, c'est quelque chose qui aurait dû être pensé avant. Là, de plafonner le profit, d'une épicerie, voulant dire c'est la nourriture des gens, puis ça pourrait peut-être éviter que ça déborde. Mais il fallait penser ça avant. Là, maintenant, le problème, c'est pas le profit des épiceries, parce que comme tu viens de le mentionner, il n'est pas énorme. Les 2 %. Le problème, c'est pourquoi que le prix il est haut de même. Le problème, c'est le prix de l'essence, le transport, les salaires qui ne suivent pas, le coût de la vie qui augmente. Donc ça, forcément, va faire augmenter le prix de la nourriture. Si l'essence coûte plus cher, ça vient en bateau, ça vient en avion, mais le prix va monter. Quand tes fraises viennent de la Californie, t'es faxes Ben oui. pas, là. Mm-hmm. Il y a du diesel à payer pour l'amener ici. Il y a du truck, il y a l'unité. Il y a ça aussi, là. Probablement que s'il y avait plus de produits québécois, c'est peut-être ça qui pourrait faire que ça soit moins cher aussi. Mais ça aiderait que ce soit un peu plus québécois. Le problème, c'est que le produit québécois aussi est assez cher. Mais tu veux baisser le panier d'épicerie, enlève les taxes sur tout ce qu'il y a dans une épicerie. Ben, Là, tu vas le baisser le panier. Là, tu vas le baisser le prix du panier à ce Ben moment-là. là, ce que je sais, ils ont enlevé les taxes. Il n'y a pas de taxes pour tout ce qui est fruits, légumes, viande, tout est le nécessaire. Oui. Pour que ce soit juste les cochonneries, genre chips, frites ou les affaires de même qui est taxable. Ben, je comprends, mais tant qu'à ça, fallait pour tout. Si tu veux vraiment que le panier d'épicerie baisse, là, fallait pour tout. Puis essayer de faire rentrer des bannières d'ailleurs qui vont rajouter de la compétitivité. Puis d'habitude, quand tu as de la compétitivité, les prix commencent à baisser. À ce moment-là. Puis en fait, c'est la compétitivité qui amène un meilleur service, des meilleurs produits puis des meilleurs prix généralement. Et je dirais aussi un autre facteur à ça, c'est aussi les lois canadiennes. La manière de faire le commerce au Canada, les grosses régulations qui empêchent de pouvoir traiter d'une province avec l'autre province. Par exemple, l'Alberta qui a de l'essence, qui coûte vraiment moins cher que le faire venir d'ailleurs, mais on ne peut pas vraiment acheter à cause de la compétition des lois canadiennes, empêche de pouvoir faire un troc. Mais pire que ça, l'Alberta, le plus gros problème, puis c'est vraiment le Québec qui veut pas, là, c'est que les pipelines qui partent de l'Alberta s'en vont tous aux États-Unis. Fait qu'il faut qu'on vende notre pétrole, ben je dis notre pétrole, le pétrole canadien aux Américains, Pour après ça, qu'eux autres le raffinent, puis que nous, on l'achète. Mais faire un pipeline, il y a une raffinerie ici à Lévis, là. Il réglait le problème à ce moment-là. Puis moi, c'est même pas pour le prix que je voudrais ça, c'est pour la sécurité de l'approvisionnement. Les Américains décident qu'ils bouchent le tuyau, qu'ils nous en vendent plus, puis qu'ils le vendent aux Chinois parce que les Chinois payent plus cher. Là. On est normalement dans le calvaire. Là. Puis on a le pétrole, on a les raffineries, on n'a juste pas le tuyau qui est dans le sol pour l'amener. Moi, je pense qu'avec ça, on pourra au moins sécuriser notre approvisionnement pour nous en cas de crise ou de guerre ou peu importe. Moi, c'est ça. Ou d'indépendance, tout simplement. Ben oui. Là, ça commence à dater le sujet, mais avec la guerre commerciale et tout, on avait une grosse dépendance des Américains. Et résultat, encore aujourd'hui, avec un certain bonhomme orange qui est dans une certaine grande Maison-Blanche aux États-Unis, il permet de nous faire chier à attaquer notre propre économie parce qu'on a tellement été dépendants d'eux autres pendant des décennies que là, aujourd'hui, on en mange de la merde pour ça. Là. Puis, je veux pas le défendre, mais au moins, lui, à la Maison-Blanche, c'est quand la dernière fois que tu as vu Mark Carney au Parlement à Ottawa? Pour aller au fédéral, notre prochain sujet, en fait, Rémi, c'était le TGV qu'ils veulent faire entre Québec et puis Toronto.
y a-tu d'après vous, combien de gens qui sont sur le tracé entre Québec, c'est même pas Québec-Toronto, c'est Montréal-Ottawa. Entre Montréal et Ottawa, il y a combien de gens qui vont se faire exproprier, selon vous? J'ai peur du chiffre. Ah, puis donnez-moi un chiffre vite de même. C'est pas grave, là. Moi, je vais attendre ta réponse. J'ai très peur du chiffre. Parce que je sens que je vais jamais atteindre le quota que tu vas me dire. 1700, dont la majorité, c'est des agriculteurs. Ça, pour moi, le problème, là, c'est justement notre indépendance alimentaire à ce moment-là. Parce que le coin qu'ils vont passer, c'est l'endroit au Québec où est-ce qu'il y a le plus de fermes agricoles. C'est l'endroit au Québec où est-ce qu'on nourrit le reste du Québec. Puis tu es en train de me dire que tu veux les exproprier pour faire un gros train pour aller plus vite à Toronto? Oublie ça, fuck off, esti. Et Puis- après ça, les épiceries, comment faire exploser encore plus le prix des épiceries et tout va être made oui. in États-Unis Puis ou pire que Mexique. ça, à la limite, si le TGV se rendait à Vancouver, là, tu te dis, Caroline, on a exproprié du monde, là, mais au moins, on peut faire le pays au complet en, je sais pas, 3-4 heures, tu sais, sans prendre l'avion puis en prenant le train. Mais là, au bout, tu vas faire Montréal, tu vas faire Québec-Toronto pour 200 milliards en plus de coûts de construction, que tu vas avoir exproprié la majorité de tes agriculteurs au Québec. Moi, il est là, mon problème, à ce moment-là, là. Je suis d'accord avec ton point. Pour vrai, comme je trouve pas que c'est quelque chose de nécessaire de faire ce TGV-là Non. à cette place-là. Le train au Canada, c'est un des plus vieux trains qu'on a. C'est un des plus dysfonctionnels qu'on a en Amérique du Nord, même dans le monde, je pense. Ça fonctionne pas via rail, c'est CP Rail puis tout ça. C'est des trains qui sont Qui sont obsolètes. Désuet, oui. Désuet, oui, c'est ce mot que je cherchais. Donc, à partir de ce temps-là, à place de construire un autre système, ben, peut-être ça serait une bonne idée d'améliorer le propre système que tu as. Ça éviterait l'expropriation, justement. Ben oui. On a déjà la ligne qui est là, puis on Ben pourrait juste Mhm. moderniser notre propre train. Puis, tu sais, puis là, on commence, là, puis c'est 90 milliards l'estimé. Mais le Bloc québécois, sous la plume de Jean-Denis Garon, c'est la semaine prochaine, ils vont sortir un article dans le journal, il a déjà été teasé, là, qui disait qu'ils ont consulté beaucoup d'experts, qui ont vérifié le tracé, puis c'est ça qu'ils sont supposés faire, puis que finalement, c'est pas 90 milliards que ça va coûter, c'est 200 milliards. Quand on est déjà à 80 milliards de déficit cette année. Justin Trudeau a jamais balancé un budget depuis qu'il était à Ottawa. Quoi que tu mets un prof de théâtre comme premier ministre, pas sûr qu'il balance un budget. Fait que là, on a voté pour un banquier. On m'exclut, évidemment. Puis le banquier double le déficit du prof de théâtre. Fait que je pense qu'on n'a même pas le moyen de se le bâtir en plus, ce TGV-là. C'est ça le pire là-dedans. Puis, j'ai été checker un peu sa map, là. Tu checkes les comtés entre Québec et Toronto, là, c'est majoritairement des comtés libérales. C'est bizarre qu'ils veulent se forcer pour le faire là, à ce moment-là. Hein. Ouais, mais même là, je veux dire, même si ça serait pour vraiment faire plaisir aux libéraux et tout, là. Je veux dire, c'est qui va en profiter tant que ça dans un TGV à 200 milliards, je peux même pas imaginer juste avoir un ticket de ça, ça va coûter combien pour essayer de rembourser un truc comme ça? Pire que ça, Antoine, tu sais, moi qui est un skieur, là, si ça s'en va dans l'Ouest, là, ben, la fin de semaine, là, je pourrais prendre mon vendredi puis aller faire du ski dans l'Ouest puis revenir en train après. Mais non, je dis pas que je vois l'utilité, mais je ne vois pas comment un budget de même va faire en sorte que ça va être profitable Ben, d'avoir c'est ça. ça que je comprends pas, moi, le Québec-Toronto. Puis en plus, il disait aussi, dans l'article, ce qu'il dit, c'est aussi, c'est que il y a, admettons, j'ai pas le chiffre exact là, mais admettons qu'ils ont dit, les premières années, tu as 100 millions de personnes qui vont le prendre. Mais les vrais chiffres, ça serait plus genre 50 millions au lieu de 100 millions qu'ils prendraient. On rappelle que le Canada, c'est 37 millions. Là, je Oui. veux dire, un budget de même pour un TGV qui serait, mettons, en Chine où il y a 1 milliard de personnes, là, OK, je peux voir Oh, que... oui, ou un Paris-Moscou, je pourrais comprendre. Un truc là. comme ça, je peux voir là une place où il y a des millions, des centaines de millions de personnes qui pourraient en profiter, je comprends, mais ici, là, au Canada au complet, on est 37 millions. Ah, non. Et on va se le dire, c'est pas tout le monde qui voyage, qui a le goût de voyager un bout à l'autre du Canada à coup de train ou en TGV, des choses de même. Là. Ben oui, mais il faut se dire déjà aussi, 75% de la population canadienne se trouve dans le sud, là, au Québec, Toronto, dans cette région-là, qu'on est là. Donc, de construire un TGV où tu as déjà ton habitation déjà qui est fait, Oui. donc c'est comme dire, ben on va gaspiller l'espace qu'on a.
c'est rendu là, ça prend, je pense, 33 heures de train pour partir de Toronto pour se rendre dans l'ouest, là, comme même pas près de Winnipeg, là, comme au milieu du Canada. 33 heures de train. Moi, je pensais que tu allais me dire genre au Yukon, Vancouver. Non, même pas. Mais le pire, ça serait pas si fou. Là, je dis ça dans une idée de complètement fou, là, mais installer le TGV un peu plus au nord, là où il y a des gens qui habitent pas, là, à quel point ça serait fou pas, en fait, et t'en servir comme système de transport comme ça? En fait, il y a des gens qui y habitent, il y a beaucoup moins de gens, là. Ouais, mais c'est surtout que le nord du Canada, il y a des traités qu'on a signés avec des communautés, je pense que c'est Inuit, qui fait qu'on peut pas les utiliser puis que c'est vraiment comme leur territoire ancestral de chasse. Pas juste de chasse qu'ils utilisent. Là. Fait que moi, je pense que le faire passer au nord, là, tu seras encore plus dans la merde que le faire passer là. Possible. Mais pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est de dire hey, voulez-vous construire un immense TGV qui enlève des fermes comme au Far West, à l'époque du Far West, avec les corporations qui enlevaient des fermes sans scrupules pour faire crever de faim après ça tout le monde et qu'on se demande pourquoi on peut plus rien pousser. Surtout que je comprends même pas pourquoi il faut tasser tant de monde. C'est juste une rail. Au pire, tu négocies, dire est-ce qu'on peut juste passer une rail sur cette ligne-là, on va te donner de quoi, et le reste de la ferme de la terre, tu pourras t'en servir pour toi. Et non, si on parle d'une expropriation totale. Oui, puis je veux dire, expropriation, ils disent au prix du marché. Mais quand tu vends ton maison ou ta ferme, c'est pas au prix du marché, c'est au prix qui te satisfait d'habitude. Mm-hmm. Si tu me dis qu'à la limite, ces agriculteurs-là, t'es exproprié au prix que eux, ça fait leur affaire, je te dirais que notre trésor public, ça va coûter beaucoup trop cher, mais je te dirais au moins qu'on a respecté nos citoyens puis nos gens qui nourrissent notre pays au complet. Fait que puis je suis le premier à dire qu'il faut baisser les dépenses publiques, mais ça, je serais prêt à même que... Tu sais, parce que quand ils t'exproprient, ils te donnent de l'argent, là, mais je serais prêt à qu'on donne la pleine valeur qu'ils ont au droit. Là. Ben oui. Puis c'est peut-être parce que j'ai un traumatisme collectif, hein, puis je l'ai même pas vécu, là, mais l'expropriation de Forion, là, encore chez nous, les gens qui l'ont vécu s'en souviennent. En Gaspésie, on en a beaucoup entendu parler. Fait que moi, c'est pour ça aussi que c'est un dossier qui vient me chercher, parce que, tu sais, je n'ai connu des gens que leurs parents, grands-parents avaient été expropriés à Forion, puis que c'est encore un traumatisme pour eux, un peu comme quand on parlait des pensionnats autochtones tout à l'heure, tu sais. Fait que c'est pour ça aussi, moi, que je suis très contre, là. Je veux pas qu'il y ait personne qui se fasse exproprier. S'ils le vendent, c'est correct, c'est tel que tel, c'est leur bien. Puis, en pensant à ça, tu sais, comme un gros projet comme ça, c'est ça, on tombe en appel d'offres. Oui. Mais, voulant dire, combien de compagnies sont qualifiées pour le faire? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Fait que d'après moi, on sait exactement ce qu'on fait puis où on veut aller mettre l'argent là-dedans. Puis pire que ça, la compagnie qui a appliqué, c'est Alstom. Puis qui va avoir le contrat, en fait. Là. Alstom, c'est une des compagnies françaises qui s'était fait pogner dans la commission Charbonneau. Oh, man. Ouais. Puis si je me trompe pas, puis ça, c'est sous toute réserve, là, Brookfield a des parts là-dedans. Brookfield, c'est quoi? C'est la compagnie d'investissement à Mark Carney, notre premier ministre, qui a mis ses parts dans une fiducie, là, mais... Pour un gars qui a été séché de majorité quand il y avait une minorité, en crossant le monde pour qu'il change de côté, tu penses qu'il n'y a pas de discussion avec le gars qui gère sa fiducie, toi? Hey, mange la M. Pour terminer, on a la classe politique qu'Antoine va nous faire cette semaine. Oui, en effet. Alors, c'est notre première classe politique, alors j'espère que ça va bien se passer. Oui, monsieur le professeur. Ça devrait, c'est toi qui explique. Oui. Ça me fait encore plus peur maintenant. Alors, aujourd'hui, en fait, c'est une question simple qu'on va commencer. On va commencer par la vraie base, que je pense qui est la vraie base de la politique. Qu'est-ce que la droite et de la gauche? Alors, pour essayer de faire simple, c'est des idéologies politiques. Ce ne sont pas des véritables positions ou de représentation d'un système politique quelconque. N'importe quel système politique peut être d'un côté ou d'un autre. Il s'agit vraiment d'une idéologie politique. Les premiers aperçus de ça datent à peu près du 18e siècle. L'Angleterre et la France utilisaient déjà un peu ça, mais les véritables termes sont vraiment beaucoup plus évolués après le 20e au courant du 20e et 21e siècle. Alors, d'habitude, qui est très simple entre la droite et la gauche. La droite qui est beaucoup plus sur des valeurs de liberté économique à propos des propriétés privées, d'une identité nationale.
On parle aussi d'ordre et de sécurité et d'autorité et d'avoir une vision de justice beaucoup plus pénale. Eux autres seraient plus considérés une sorte de terre-à-terre, on va dire, pour faire Pragmatique, on pourrait dire. Pragmatique, peut-être aussi, oui. C'est vraiment d'aller dans le solide, vraiment dire ça, c'est un livre, c'est ça la loi et on va suivre ça. Alors que le côté de la gauche est beaucoup plus une liberté, dans les libertés fondamentales, beaucoup plus dans l'humanitaire. On parle de solidarité, on parle d'insoumission, de la tolérance, d'une justice beaucoup plus sociale aussi. Eux autres sont beaucoup plus à dire, même si la loi dit ça, si l'être humain est infecté à ça, on doit changer ça pour aller vers cette façon-là. Les deux ont quand même des valeurs de liberté, c'est juste que ce sont des libertés très différentes. Et après ça, ça va dépendant de quel... il y a des degrés aussi du côté de la droite et de la gauche qui peuvent amener. Exemple, dans l'extrême droite est souvent mené qui est du fascisme, qui va du capitalisme, conservationnisme et finissent Conservatisme. Conservatisme, merci. Et qui finit par le fascisme, alors que le côté gauche, ça serait beaucoup plus libéralisme, socialisme et pour finir par le communisme. Ça, c'est de quoi que je trouve quand même comique. Quand on prend le fascisme, tout le monde, à peu près, va penser à Adolf Hitler. Mm-hmm. Adolf Hitler, c'était c'était même pas des fascistes, en fait, c'était des socialistes. De base. Mais ils ont tellement été mange-marde, que je pourrais dire, avec les Juifs à ce moment-là. Puis pas juste les Juifs, beaucoup de peuples européens. Là. Les Roms, les Gypsies, j'ai oublié c'est quoi le nom français, les Gitans. Mm-hmm. Mais tu sais, c'était même pas de la droite en plus, c'est ça le pire, puis ils appellent du fascisme. Et puis, y avait-tu d'autres... c'est quoi, sinon, qui... Comme, admettons, as-tu un gouvernement en ce moment sur la planète que tu pourrais dire il est de droite? Honnêtement, les gouvernements, en tout cas en ce moment, ils veulent pas trop se positionner. Ils aiment pas. À part les petits partis, les gros partis préfèrent se dire centriste. Centriste qui est vraiment qui considère d'être en plein milieu et qui va essayer de chercher les meilleurs des deux mondes. Des deux mondes qui très souvent ne se correspondent pas. Ben, en fait, le meilleur des deux mondes, c'est parce que c'est deux opposés. Puis souvent, c'est assez d'aller chercher le meilleur des deux mondes, mais ça fait que t'as comme un centre mou qui appelle, qu'il n'y a personne qui est content. Mm-hmm. Puis qui, 3/4 du temps, n'est pas efficace. C'est un peu comme la CAQ. La CAQ ont été élus à droite, mais ils ont vu que la gauche était populaire, fait qu'ils sont mis à gouverner à gauche en arrivant. T'sais. Non, mais c'est ça, mais comme on dit, c'est une idéologie. Alors, ils ont même pas besoin de dire qu'ils sont de droite ou de gauche. Il y en a pas beaucoup de politiciens qui vont admettre qu'ils sont côté parce que ce qui fait peur, c'est que ça risquerait de les taguer et de dire ils sont là. Alors c'est sûr et certain que une partie de la communauté qui, admettons, exemple, moi je dis que je suis de la droite, les gens de la gauche vont déjà me regarder mal. Là. Ben, en fait, je vais te le dire autrement. Là. Un gouvernement qui balance pas un budget pendant 10 ans, tu peux pas dire que c'est un gouvernement de droite parce que la droite, c'est la saine gestion des finances publiques aussi. Mm-hmm. Pas beaucoup de taxes, beaucoup de responsabilités individuelles. Admettons, tu sais, c'est comme si toi, tu fais une niaiserie, mais on s'attend pas à ce que l'État te prenne en main, t'amène, puis te montre de pas la faire, la niaiserie. On va te punir parce que tu as fait ta niaiserie, puis tu vas apprendre à plus le refaire. C'est ça, la responsabilité individuelle. Puis il n'y a pas un gouvernement sur la planète que tu pourrais dire qui est de gauche non plus. Non plus. Ben, je dirais sûrement Corée du Nord, communisme. En fait, non, ça, c'est du totalitarisme. Là. C'est pas la gauche ou la droite. En tout cas, ils se considèrent quand même communistes. Là. Alors, je dirais que ça serait ça, mais totalitarisme, de toute façon, c'est même pas un côté. J'ai regardé, là, c'est même pas considéré ni gauche ni droite. C'est même au contraire, ça serait sûrement de l'extrême centre. Ben, c'est à part, en fait, là, un peu comme du... Ben, moi, là, ça, c'est mon avis personnel, là, je mettrais ça dans l'extrême centre. Ça veut dire qu'il n'y en a rien à faire de droit, de gauche. Il va juste prendre ce qu'il faut pour garder le contrôle et de prendre le contrôle. Et il utilisera ce qu'il a sous la main. Et pour la Corée du Nord, exemple, qui est communiste, il l'utilise parce que lui, il utilise tous les langages de la gauche pour garder le contrôle de pouvoir. Alors qu'un exemple, si on irait plus du côté, admettons, totalitarisme, fascisme, ça serait plus, admettons, dans Mussolini qui utiliserait l'armée pour vraiment garder le contrôle, qui n'a pas de police. C'est juste l'armée qui a le droit de faire justice soi-même. Ça ressemblerait à ça que je penserais. Aurais-tu rajouté quelque chose, toi, peut-être, Rémi? Ouais, ben, tu sais, je pourrais aller aussi à dire que certains pays, exemple comme la Chine aussi, qu'on peut qualifier des fois d'un certain bas, mais
qu'avec le temps, ils se sont beaucoup équilibrés. Par exemple, où d'un côté, on leur disait qu'ils étaient communistes, mais de l'autre côté aussi, se sont alternés vers le capitalisme aussi, en permettant le commerce extérieur, en ouvrant certaines régions. C'est intelligent, j'y avais pas pensé, mais oui, tu as raison. Oui. Parce qu'ils ont beaucoup libéralisé dans les années 90, puis c'est ça qui a fait que le communisme a pu perdurer en Chine. Parce que sinon, ça aurait fait un peu comme l'URSS, puis ça aurait explosé. Ça aurait effondré. Exactement. C'est un Très bon bon exemple aussi en nommant aussi l'URSS, justement. Le côté de l'effondrement est directement venu par l'expansion du capitalisme aux États-Unis. Ils ont dit, c'est drôle à dire, mais ça l'a tombé à cause du McDonald's. Là. Ça veut dire ça que le premier McDonald's qui avait ouvert justement en Russie après la chute du communisme, ça a l'air qu'il y avait des files d'attente là, de 3-4 heures dehors de des Russes qui voulaient manger un Big Mac puis savoir c'était quoi. Là, ils ont capoté là-dessus bien raide. Ben, c'est ce que je sais, les Russes, ils devenaient fous à la seconde qu'il y avait un produit américain parce qu'ils étaient tellement habitués à une sorte de monotonie de standard de vie, en fait. Un standard de vie. Quand ils voyaient ça, ils disaient là, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? C'est comme les chars. Quand ils ont commencé à rentrer les premiers chars européens en Russie, peux-tu dire que le monde là, qui était écœurant en asti de chauffer des Lada, là, des vieilles Lada qu'il fallait qu'ils arrêtent sur le bord du chemin pour réparer. Là, quand les premiers Volkswagen et les premiers Citroën arrivaient, eux autres, ils cabotaient leur vie. Là. Puis encore aujourd'hui, le monde qui ont de l'argent là-bas, c'est pas des chars russes qu'ils ont, là, c'est des chars italiens, c'est des chars allemands, c'est beaucoup des Mercedes que, quand tu vois ça. Là. C'était tout pour la discussion québécoise aujourd'hui. Merci Antoine d'avoir été là. Merci Antoine d'avoir aussi nous avoir expliqué c'est quoi la gauche, la droite. Mais le plus gros merci, il va à Rémi Adams aujourd'hui, de Crazy Indian Brotherhood. Hey, le gars, là, il est parti de Montréal sans venir à Québec juste pour venir nous jaser un 45 minutes. Puis, honnêtement, je te remercie 100 fois d'avoir venu. Ça m'a fait vraiment, un plaisir de te recevoir. Vraiment, quand j'ai su que tu d'arriver de Montréal, parce qu'il m'avait dit genre, il est parti, il était 1h30, je sais pas, il part de où? Là? Moi, dans ma tête, tu vivais à Lévis ou à Québec. Là. Ben, quand il a accepté l'invitation, je pensais que tu étais de Québec, moi, honnêtement. Fait que là, quand tu m'as dit tout à l'heure, je pars, j'étais comme, wow, tu vas arriver bien trop de bonheur. Là. Non, je pars de Montréal. Excuse, merci beaucoup de bord. Écoutez, merci à vous pour m'avoir invité. Pour vrai, c'était une super belle discussion. Merci pour la classe politique. Merci pour ces merveilleuses questions et cette animation-là de cette discussion, ce show-là. Donc, ça m'a fait plaisir de faire la route, puis au plaisir. Parfait. C'était la discussion québécoise. N'oubliez pas de nous suivre sur nos médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Y en a-tu d'autres que j'oublie, que je suis pas assez millénial pour? Non, je pense que c'est ceux-là qu'on a pour l'instant. Parfait. De toute façon, tu es plus vieux que moi, tu te n'aurais probablement pas souvenu non plus. Merci. À la prochaine.